En mécanique, dans le cas d'une chute libre, la valeur de la vitesse d'un système lâché sans vitesse initiale est une fonction linéaire du temps. La vitesse ne fait donc qu'augmenter. Pour une chute réelle, la valeur de la vitesse augmente puis stagne. À quelle loi mathématique la valeur de la vitesse obéit-elle dans ce dernier cas ? Étudions la chute d'une bille dans un fluide bien plus visqueux que l'air, c'est-à-dire du liquide vaisselle dilué. Le système est donc la bille dont le mouvement est étudié dans le référentiel terrestre. Si nous effectuons un bilan de force... Quoi ? Tu as dit que dans le cas d'une chute libre, la valeur de la vitesse était une fonction linéaire du temps. Tu n'as fait aucune vidéo là-dessus, donc je ne te crois pas. Mais ici, je ne parle pas de chute libre. Je ne te crois pas, je ne te crois pas, je ne te crois pas. Allez, ok, petit retour sur une chute libre sans vitesse initiale, pour laquelle j'ai affirmé en introduction de cette vidéo que la valeur de la vitesse était une fonction linéaire du temps. Si tu revois ma vidéo chute libre mouvement parabolique, au bout de 8 minutes 52 secondes, on établit que le vecteur vitesse a les coordonnées générales encadrées en vert. Sans vitesse initiale qui est un cas particulier, la chronophotographie du système montre un mouvement rectiligne et accéléré. Dans l'expression générale encadrée en vert, il suffit donc de remplacer V0 par 0. On obtient les coordonnées de V de t suivantes. Vx de t est égal à 0 puisque dans le cas général j'ai V0 cosinus alpha et V0 vaut 0. Pour Vy de t, j'ai moins gt plus V0 sinus alpha qui est donc égal à 0. Donc simplement pour Vy de t, moins gt. Tu constates que la norme de ce vecteur, que nous noterons simplement en physique V de t sans la flèche, est égale à gt. Si tu n'es pas convaincu par ce résultat, je te rappelle que la norme d'un vecteur est égale à la racine carrée de ses coordonnées au carré que tu additionnes. C'est-à-dire ici, racine carrée de Vx carré plus Vy au carré. J'ai donc racine de 0 plus g carré t carré, ce qui me donne simplement racine de g carré t carré, soit gt. Tu retrouves bien que la valeur de la vitesse est une fonction linéaire de t, le coefficient directeur de la droite obtenue étant petit g. Nous en déduisons donc que pour le cadre d'une chute libre pour un système sans vitesse initiale, la valeur de sa vitesse est une fonction linéaire du temps, son mouvement est donc rectiligne et accéléré, et la valeur de la vitesse ne fait donc qu'augmenter. Le résultat aurait été exactement identique pour la valeur de v de t si l'axe vertical avait été orienté vers le bas. La seule chose qui change, c'est la coordonnée Vy qui, au lieu de valoir moins gt, aurait valu gt, mais ça ne change absolument rien pour la valeur de la vitesse qui vaut gt dans tous les cas. Et ben voilà. Allez, revenons à la bille en mouvement dans du liquide vaisselle dilué et effectuons un bilan de force sur celle-ci. Elle est soumise tout d'abord à son poids. Si l'on représente ce vecteur lorsque le centre de masse du système se trouve au point M7, on obtient un vecteur vertical orienté vers le bas. Ce vecteur sera noté vecteur P. Son expression vectorielle est la suivante. Vecteur P égale M fois le vecteur petit g, qui est le vecteur champ de pesanteur qui est orienté vers le bas. J'ai donc vecteur P égale plus M vecteur g, car ces deux vecteurs sont dans le même sens. La bille n'est pas en chute libre, car elle n'est pas soumise uniquement à son poids. Il existe deux autres forces qui s'exercent sur elle. D'abord la poussée d'Archimède, qui sera représentée par un vecteur orienté vers le haut, et que nous noterons vecteur pi. Son expression vectorielle est vecteur pi égale ρ du fluide, ici la masse volumique du liquide vaisselle en kg par mètre cube, multiplié par le volume de la bille en mètre cube, multiplié par le vecteur champ de pesanteur. Tu remarques que le vecteur pi, poussée d'Archimède, et le vecteur g ont un sens opposé, ce qui signifie que la véritable expression vectorielle comporte un moins. Moins qui traduit l'opposition entre le vecteur g et le vecteur pi. Enfin, la bille est soumise à des forces de frottement qui seront symbolisées par un vecteur unique que nous noterons petit f et qui sera orienté vers le haut. L'expression littérale de ce vecteur petit f est dans sa version simplifiée notée k fois le vecteur vitesse. Petit raisonnement sur le signe, tu constates que le vecteur f force de frottement est orienté verticalement vers le haut, alors que le vecteur vitesse est orienté dans le sens de la trajectoire. On rappelle d'ailleurs que le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire, ce qui dans le cas présent nous donne un vecteur vitesse qui est orienté vers le bas. F et v ont donc un sens opposé, ce qui se traduit dans l'expression littérale par la présence d'un moins. F égale moins k fois le vecteur v. Il existe une autre expression vectorielle de petit f qui consiste à remplacer k par
6 fois pi fois le coefficient de viscosité du fluide eta, qui est en pascal seconde, le tout multiplié par le rayon de la bille, qui est exprimé en mètres. Pour conclure sur ce bilan de force, la poussée d'Archimède et les frottements s'opposent à la progression de la bille. C'est pour ça que les deux vecteurs correspondants sont orientés vers le haut. Dernier point ici, la bille est lâchée par la pince en bois dans le liquide vaisselle. Elle n'a donc pas de vitesse initiale. La valeur de la vitesse V à t égale 0 secondes est donc égale à 0 mètres par seconde. Exprimons maintenant les coordonnées des vecteurs dans le repère OXY. Attention, par rapport à la vidéo chute libre mouvement parabolique, ce qui se fait habituellement est que l'axe vertical OY soit orienté vers le bas. Donc, un vecteur orienté vers le haut aura une ordonnée négative. Un vecteur orienté vers le bas aura une ordonnée positive. Pour comprendre toutes les coordonnées que nous allons obtenir, je t'invite à revoir ma vidéo sur projection de vecteurs. On commence par le vecteur poids. Le vecteur poids est un vecteur vertical orienté vers le bas. Sa coordonnée selon x est donc nulle. Sa coordonnée py est positive, puisque p est orienté dans le sens des y positifs. Py est donc égal à la norme de p. La norme de p se déduit de l'expression vectorielle ci-dessus. Nous pouvons donc écrire que norme de p, écrit simplement p sans le vecteur, est égale à petit m multiplié par la norme du vecteur petit g, la constante de pesanteur. On en déduit donc que py est égal à mg. Intéressons-nous maintenant à la poussée d'Archimède. Pi. Ce vecteur est vertical orienté vers le haut, donc son abscisse est nulle. Son ordonnée πy est négative puisqu'il est orienté vers le haut. Πy est égal à moins norme de pi. On déduit la norme de pi de l'expression vectorielle ci-dessus. On obtient pi égale ρ du fluide multiplié par le volume de la bille multiplié par la constante de pesanteur. Le moins disparaît puisque la norme doit être positive. ρf, v et g étant positifs, j'obtiens bien une norme qui est positive. Πy est donc égal à moins norme de pi, c'est-à-dire moins ρ du fluide, multiplié par v, multiplié par petit g. Je passe au vecteur petit f. Le vecteur petit f est un vecteur vertical orienté vers le haut. Fx est nul. Fy est égal à moins norme de petit f. D'après l'expression vectorielle ci-dessus, on en déduit que la norme de f est égale à k fois la valeur de la vitesse. J'obtiens bien quelque chose qui est positif, puisque k et v sont positifs. La norme de f est donc bien positive. En remplaçant dans l'expression de fy, moins norme de f me donne moins k fois la vitesse. On s'intéresse maintenant aux coordonnées du vecteur vitesse. Comme indiqué précédemment, le vecteur vitesse est un vecteur vertical orienté vers le bas. Sa coordonnée selon l'axe OX est nulle. Vy est positive et est donc égale à la norme du vecteur vitesse. On termine ces coordonnées des vecteurs par le vecteur accélération. Si tu observes la chronophotographie, la bille parcourt des distances de plus en plus grandes pendant le même intervalle de temps dans la première partie du mouvement, puis ces distances deviennent identiques. Cela signifie que la vitesse augmente, puis se stabilise. Si la vitesse augmente, ça signifie que la bille accélère, et donc que le vecteur accélération va être orienté verticalement vers le bas. Dans la partie stabilisation de la vitesse, le vecteur accélération sera nul. Donc globalement, le vecteur accélération est orienté verticalement vers le bas. Ce qui signifie que sa coordonnée selon l'axe OX est nulle, et que sa coordonnée selon l'axe OY est positive puisqu'il est orienté vers le bas, et est égale à sa norme. On rappelle que l'accélération est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, ce qui signifie que la coordonnée AY est égale à la dérivée de la coordonnée VY par rapport au temps. D'après ce que nous avons écrit précédemment, VY étant égal à la norme de V, nous obtenons d de V sur dt. Pour visualiser comment la valeur de la vitesse varie au cours du temps lors d'une chute réelle, il nous faut établir l'équation différentielle vérifiée par V. Pour cela, on applique la deuxième loi de Newton. Masse fois le vecteur accélération égale somme des forces extérieures. Dans le cas qui nous intéresse ici, la bille en chute dans le liquide vaisselle, cela nous donne masse fois le vecteur accélération de la bille
égale vecteur poids plus vecteur poussée d'Archimède plus vecteur force de frottement. Si nous projetons cette relation vectorielle selon l'axe OX, nous obtenons donc m multiplié par la coordonnée AX du vecteur accélération égale coordonnée PX du vecteur poids plus coordonnée PX du vecteur poussée d'Archimède plus coordonnée FX du vecteur force de frottement. Si nous faisons la même chose selon l'axe OY, nous obtenons m multiplié par la coordonnée AY du vecteur accélération égale coordonnée du vecteur poids selon l'axe OY plus coordonnée de la poussée d'Archimède selon l'axe OY plus FY. En remplaçant les coordonnées des vecteurs présentes dans ces deux relations par celles établies précédemment, on observe que selon l'axe OX, on va obtenir MAX 0 et l'addition de PX, PX et FX donne 0. 0 égale 0, ce qui est sans intérêt. Ce qui a beaucoup d'intérêt en revanche, c'est ce qui se passe selon OY. En remplaçant les coordonnées Y des différents vecteurs dans cette relation-là, nous allons obtenir MAY, c'est-à-dire M fois la norme du vecteur accélération, égale PY, c'est-à-dire mg, plus πy moins ρ du fluide, multiplié par le volume de la bille, multiplié par la constante de pesanteur, moins k fois v. Je peux remplacer la norme du vecteur accélération par la dérivée de la valeur de la vitesse par rapport au temps, ce qui nous donne m dv sur dt égale, et je vais commencer à ordonner le membre de droite en plaçant le terme qui contient la vitesse d'abord, donc moins k fois la valeur de la vitesse, plus mg, moins ρ du fluide, multiplié par grand V, multiplié par petit g. J'espère que tu vois qu'il s'agit bien d'une équation différentielle, dans la mesure où tu observes dans le membre de gauche la dérivée d'une fonction, ici en l'occurrence la valeur de la vitesse, et dans le membre de droite un terme qui dépend de la fonction, c'est-à-dire ici la valeur de la vitesse, et un terme constant. Alors dans une vidéo précédente, nous avons appris à résoudre une équation différentielle de type y' égale ay plus b. Eh bien on va essayer de mettre la dernière ligne que nous avons écrite sous cette forme-là. Alors attention, j'avais utilisé des minuscules pour y' égale ay plus b. L'embêtant ici, c'est que a pour moi, c'est la valeur de l'accélération. C'est pour cela que pour que ça ressemble le plus possible à l'équation différentielle établie dans une vidéo précédente, j'utiliserai plutôt des lettres majuscules, grand A et grand B. Si je veux que ça ressemble à y' égale grand AY plus b, je vais donc diviser à gauche et à droite par petit m, puisque tu reconnais dans le membre de gauche m fois la dérivée de la fonction. J'aimerais simplement avoir la dérivée de la fonction. Donc je vais tout diviser par m, à la fois à gauche et à droite. Cela nous donne dérivée de la vitesse par rapport au temps égale moins k fois v divisé par m, que je peux réarranger en mettant simplement moins k divisé par m, le tout fois petit v, plus mg divisé par m, ce qui me donne simplement g, moins ρ de f fois grand V fois petit g, le tout divisé par petit m. On obtient bien une équation différentielle de type y' égale ay plus b. B est le terme constant. Tu remarques d'ailleurs que pour ce terme constant, on pourrait factoriser par petit g, ce que l'on va faire en dessous. On en déduit que dérivée de v par rapport au temps est égal à moins k divisé par m fois petit v. Tout ceci est inchangé. Et là, on factorise par petit g. Donc ça fait g facteur de 1 moins ρ du fluide fois grand V, le tout divisé par petit m. Faisons maintenant l'analogie avec les mathématiques. Nous savons résoudre l'équation différentielle y' égale grand A y plus b. Dans le cas qui nous intéresse ici, y représente la valeur de la vitesse qui dépend du temps. Grand A est le coefficient devant y, c'est-à-dire devant la valeur de la vitesse pour nous dans l'équation encadrée en rouge. Nous en déduisons donc que grand A est égal à moins k sur petit m. Grand B est le terme constant situé dans le membre de droite. Nous avons donc grand B égale petit g facteur de 1 moins ρ du fluide fois le volume de la bille, le tout divisé par petit m. En physique, l'équation différentielle simplifiée va donc s'écrire d de v divisé par dt égale grand A v plus b
avec A égale moins K sur M et B égale G facteur de 1 moins ρ du fluide fois le volume divisé par M. Première façon d'écrire A, on vient de le voir, moins K divisé par M. Cette valeur de A est en seconde moins 1. En effet, si tu regardes le membre de gauche de l'équation qui est encadré, d de V sur dt représente une vitesse divisée par un temps. Et ça, c'est égal à A fois V, donc avec déjà une vitesse, donc ce qui est devant la vitesse, est bien l'inverse d'un temps, donc des secondes moins 1. Ce qui signifie aussi que grand B représente également une vitesse divisée par un temps, c'est-à-dire des mètres secondes moins 2. Je m'intéresse d'abord à A, donc moins K sur M. A est donc l'inverse d'un temps, et je peux donc poser grand A égale moins 1 sur tau, où tau est ce qu'on appelle le temps caractéristique. On y reviendra tout à l'heure. Cela veut dire que dans notre cas de figure, tau est égal à M divisé par K. En effet, si je fais 1 sur tau, j'obtiens bien 1 sur M sur K, c'est-à-dire 1 multiplié par K sur M. On retrouve bien le K sur M. On pourrait également réécrire tau avec la formule qui contient la viscosité, puisque K, je te le rappelle, c'est 6π état viscosité fois R le rayon de la bille. Deuxième façon d'écrire B, ça consiste à remplacer la masse de la bille par la formule contenant la masse volumique de celle-ci. Autrement dit, je conserve toujours au numérateur le ρ du fluide fois le volume, mais au dénominateur, j'écris que la masse de la bille est égale à la masse volumique de cette bille multipliée par son volume. Et ce qui est intéressant dans ce cas de figure-là, c'est que tu constates que les V se simplifient. Et donc tu te retrouves avec B égale G facteur de 1 moins ρ du fluide divisé par le ρ de la bille. Tu observes d'ailleurs que B est bien en mètres secondes moins 2, puisque petit g est en mètres secondes moins 2, c'est une accélération, cette constante de pesanteur. Et puis dans la parenthèse, tu as des choses sans unité. 1 est sans unité, et ρ du fluide sur le ρ de la bille est bien sans unité, puisque tu divises de grandeur identique. Voilà compilées toutes les expressions de grand A et de grand B. Étudions maintenant le régime permanent. Le terme permanent est relatif à quelque chose qui dure, demeure sans discontinuer ni changer. Dans notre cas de figure, le régime permanent est la phase du mouvement pour laquelle la vitesse ne change pas, est donc constante et atteint sa valeur limite. Pour déterminer l'expression littérale de cette vitesse limite, nous allons utiliser l'équation différentielle simplifiée, encadrée en rouge. La vitesse étant constante au cours de cette phase, la dérivée de cette vitesse par rapport au temps est donc nulle, puisqu'en mathématiques, la dérivée d'une constante vaut 0. d de v sur dt égale 0. L'équation différentielle devient donc 0 égale a fois v limite plus grand B. Si je fais passer B dans l'autre membre, j'obtiens A fois V limite égale moins B. V limite est donc égal à moins B divisé par A. En remplaçant B et A par leurs expressions littérales, j'obtiens G facteur de 1 moins ρ du fluide multiplié par le volume de la bille divisé par petit m, le tout sur K sur petit m. J'ai volontairement enlevé le moins puisqu'on avait un moins devant la fraction et le dénominateur était lui-même moins K sur M. Moins, ça fait donc plus. Je vais simplifier cette expression. V limite est égal à G facteur de. Là, je vais réduire ce qui est sous la parenthèse au même dénominateur. 1 étant égal à M sur M, j'obtiens M moins ρ du fluide fois le volume de la bille, le tout divisé par petit m. D'autre part, le dénominateur est égal à K sur M. Ça revient donc à multiplier par l'inverse, c'est-à-dire M divisé par K. Les petits m se simplifient. J'obtiens donc comme expression finale V limite égale petit g multiplié par M moins ρ du fluide fois le volume de la bille, le tout divisé par K. Bien entendu, K peut toujours être remplacé par 6π état R. Autre expression de V limite que tu pourras rencontrer, celle où tu vas voir non pas petit m, mais la masse volumique de la bille. On rappelle que petit m est égal à ρ fois V, ce qui veut dire que grand V pourra être factorisé au numérateur, ce qui donne G multiplié par V, facteur de ρ de la bille moins ρ du fluide, le tout divisé par petit k. Ce que l'on appelle la loi horaire d'évolution de la vitesse représente la solution V de t à l'équation différentielle d de v sur dt égale grand A fois v plus b affectée d'une condition initiale.
Dans notre cas de figure, la bille est lâchée par la pince sans vitesse initiale, ce qui signifie qu'à t égale 0 secondes, la vitesse est nulle. Dans une vidéo précédente, nous avons appris à résoudre cette équation différentielle. Je t'invite à regarder la vidéo correspondante et je te rappelle ici les résultats obtenus. Y de t égale une constante exponentielle de a fois t moins b sur a. Si nous transposons ce résultat à notre équation différentielle, cela nous donne v de t égale une constante, notée donc grand C, exponentielle de grand A de t moins grand B divisé par grand A. Grand C est bien entendu une constante qui appartient à l'ensemble des réels. Compte tenu des résultats ci-dessus, nous allons réécrire l'expression de v de t. Ainsi, v de t est égal à la constante exponentielle grand A. Je vais utiliser l'expression moins 1 sur tau. J'ai donc moins 1 sur tau fois petit t, ce qui me donne moins t divisé par tau. Moins b sur a, qui est égal à la vitesse limite d'après l'expression ci-dessus, plus v limite. Avec tau égale m sur k, et v limite, qui a pour expression littérale petit g facteur de m moins ρ du fluide fois le volume de la bille, le tout divisé par k. On précise bien que c est une constante réelle. Petite remarque sur l'ensemble de ces fonctions solutions, j'ai choisi l'expression qui correspond à grand A qui est différent de 0. Si tu regardes en haut, si grand A est différent de 0, ça signifie que k est différent de 0. Et si k est différent de 0, c'est bien qu'il y a des frottements, ce qui est parfaitement le cas pour notre bille en chute dans du liquide vaisselle. Je cherche maintenant la solution unique, l'objectif étant de déterminer la constante c à partir de la condition initiale v de t égale 0 secondes égale 0. Dans l'expression générale des fonctions solutions, je vais donc remplacer t par 0. Nous obtenons v de 0 égale c exponentielle 0 plus v limite. Exponentielle 0 vaut 1, il me reste c plus v limite. Or, d'après l'expression soulignée en rouge, v de 0 est aussi égal à 0. Donc d'un côté v de 0 égale 0 et de l'autre v0 égale c plus v limite. On en déduit donc que c plus v limite est égal à 0. La constante c est donc égale à moins la vitesse limite. Nous remplaçons grand C dans l'expression générale de v de t. Nous obtenons v de t égale, alors je mets d'abord v limite, plus c exponentielle de moins t sur tau qui devient, en remplaçant c par moins v limite exponentielle moins t sur tau. À partir de là, je peux factoriser v limite, ce qui me donne v limite facteur de 1 moins exponentielle moins t divisé par tau. On recopie en rouge la solution générale de v de t, ce qui nous donne ici v de t égale v limite facteur de 1 moins exponentielle moins t divisé par tau, avec tau qui est égal à m sur k et qui est exprimé en secondes, et v limite égale petit g facteur de m moins ρ du fluide multiplié par le volume de la bille, le tout divisé par k, v limite étant exprimé en mètres par seconde. On termine cette vidéo par la courbe représentative de v en fonction du temps. Cette courbe peut être décomposée en deux phases. Nous avons déjà parlé du régime permanent, au cours duquel la vitesse atteint sa valeur maximale v limite et demeure constante, ce qui se traduit d'ailleurs sur la courbe par une droite horizontale. Et puis on observe un régime transitoire. Le mot transitoire vient du verbe transiter qui signifie passer d'un état à un autre. Un état transitoire est donc un état provisoire, qui ne dure pas, et qui évolue vers un état stable. Ici pour nous, dans le régime transitoire, la vitesse de la bille augmente de manière exponentielle, jusqu'à sa valeur limite. Nous allons terminer en étudiant 3 moments particuliers sur cette courbe. Le premier instant qui nous intéresse est l'instant t égale 0. Si nous remplaçons t par 0 dans l'expression littérale de v de t, nous obtenons v0 égale v limite facteur de 1 moins exponentielle 0. Exponentielle 0 vaut 1, ce qui est sous la parenthèse vaut donc 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Nous retrouvons donc bien le fait que la vitesse initiale est égale à 0 mètres par seconde. Deuxième instant qui nous intéresse, l'instant pour lequel t est égal à 5 fois tau. On rappelle que tau est le temps caractéristique qui vaut m sur k. Même chose que dans le cas précédent, je vais remplacer t par 5 tau dans l'expression générale de la valeur de la vitesse. J'ai donc v de 5 tau égale v limite facteur de 1 moins exponentielle moins 5 tau divisé par tau.
Dans la parenthèse, les taux se simplifient. Il me reste donc V de 5 taux égale vitesse limite, facteur de 1 moins exponentielle moins 5. Si tu tapes sur ta calculatrice 1 moins exponentielle moins 5, tu vas trouver 0,993. J'obtiens donc V de 5 taux égale 0,993 multiplié par V limite. Cela signifie qu'à cet instant précis de 5 taux, la vitesse atteint 99,3% de sa vitesse limite. Autrement dit, on est quasiment dans le régime permanent. C'est donc ce pourquoi on a défini ce temps caractéristique, t égale 5 taux, sépare le régime transitoire du régime permanent, comme tu peux le voir sur la courbe. Donc si tu calcules dès le départ du problème le taux, en faisant m divisé par k, m masse de la bille, k coefficient de frottement, eh bien tu sais qu'au bout de 5 fois cette valeur-là, tu as atteint le régime permanent. Dernier cas de figure pour t quand t tend vers plus l'infini. Si l'on reprend l'expression de v de t, on a v limite, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. Je m'intéresse à l'exponentielle qui est sous la parenthèse. Si t tend vers plus l'infini, je vais avoir exponentielle de moins quelque chose de très grand. Si tu tapes sur ta calculatrice exponentielle de moins 5000, exponentielle de moins 10 000, exponentielle de moins 20 000, tu vas trouver quelque chose de quasi nul. Autrement dit, la limite de l'exponentielle de moins t sur taux quand t tend vers plus l'infini est égale à 0. Si j'écris tout ça de manière mathématique, j'ai donc la limite de v de t quand t tend vers plus l'infini égale v limite facteur de 1 moins la limite de l'exponentielle de moins t sur taux quand t tend vers plus l'infini qui vaut 0. Je retrouve v limite. Effectivement, nous sommes dans le régime permanent. Lorsque tu fais tendre t vers une valeur très grande, tu es dans le cas de figure où la vitesse est constante, soit le régime permanent. Une dernière remarque. Tu as plusieurs manières de déterminer le temps caractéristique taux. La première façon de faire, c'est en travaux pratiques. Si tu modélises la courbe de V en fonction du temps, le modèle te donnera la valeur de taux, que ce soit dans Lattice Pro, que ce soit dans Régressi. Deuxième manière de trouver taux, tu traces la tangente à la courbe à t égale 0. Dans ce cas, cette tangente coupe la droite horizontale V limite, qu'on appelle d'ailleurs l'asymptote en mathématiques, au point d'abscisse t égale taux. Tu peux donc lire graphiquement la valeur de taux. Et enfin, troisième détermination graphique, tu cherches le point de la courbe pour lequel l'ordonnée vaut 0,63 fois V limite. L'abscisse de ce point représente également la valeur de taux. Alors, prêt à te frotter à d'autres équations différentielles en cinétique, électricité et Ah non, tu sais qu'on en est à 28 minutes de vidéo. Tout le monde est parti là. Oui, mais il sort d'où le 0,63 0,0,0,63 Allez, puisque tu insistes, on va faire un dernier instant. L'instant t égale taux. Si l'on calcule V de taux, à partir de l'expression située tout en haut, nous obtenons V limite, facteur de 1 moins exponentielle moins taux divisé par taux. Taux divisé par taux va donner 1, je vais donc avoir sous la parenthèse exponentielle moins 1. J'obtiens V limite, facteur de 1 moins exponentielle moins 1. Si tu tapes à ta calculatrice 1 moins exponentielle moins 1, tu vas trouver 0,632. J'obtiens donc 0,132 fois V limite, soit à peu près 0,63 fois V limite. Le point d'abscisse t égale taux a donc pour ordonnée 0,63 fois V limite. C'est de là que vient le 0,63. Et ben voilà. Attends, s'il te plaît. C'est moi qui leur dis au revoir. Allez, vas-y. Alors, prêt à te frotter à d'autres équations différentielles en cinétique, électricité et radioactivité? Mais avant ça, tu peux télécharger cette présentation au format PDF en cliquant sur le lien présent en description de cette vidéo. Un petit like pour m'encourager à l'interrompre. Et à bientôt. Oh oh oh.